Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau webinaire avec Saxo Bank. Aujourd'hui, je serai rejoint par ma collègue Marie-Caroline qui va nous faire un point. Également, ce sera bien sûr mon point d'introduction aujourd'hui sur le marché de l'immobilier, notamment les conséquences de l'évolution de l'immobilier qu'on a pu constater sur les marchés financiers, en vous proposant notamment quelques idées de stratégie et de moyens de gérer cet aspect-là. Alors aujourd'hui, je vais surtout me focaliser sur la situation française. On pourra, hein, bien évidemment, comme vous le savez, c'est toujours en 2 parties. Bien évidemment, là, je vais faire l'introduction, ensuite Marie-Caroline prendra le relais et on aura bien sûr cette un peu dernière partie d'interaction. Vous pouvez poser au niveau du chat toutes vos questions, soit d'ailleurs, pendant la présentation, soit, à la fin. Mais dans un premier temps, commençons par essayer d'analyser assez rapidement du point de vue introductif, la situation française sur l'immobilier. Le premier aspect qui est extrêmement important à prendre en considération, c'est que bien sûr, la situation qui prévaut aujourd'hui en France, elle n'a strictement rien à voir avec celle qui prévaut aux États-Unis. Aux États-Unis, on n'est pas encore sur un scénario de dégonflement brutal de la bulle immobilière. Notamment parce que tout simplement, on n'est pas sur une baisse des prix de l'immobilier qui est généralisée au niveau national. Alors bien sûr, la baisse a été amorcée, mais on est très, très loin d'être sur un effondrement. En revanche, on a 2 zones géographiques aux États-Unis où on a une baisse qui est un peu plus accentuée, c'est notamment la Californie et le Texas. Je vous ai présenté au niveau du slide quelques zones où effectivement on a eu des baisses assez importantes, hein, depuis le mois de mai dernier, en se basant sur les, données du promoteur immobilier Redfin qui sont extrêmement larges aux États-Unis, donc c'est une bonne source à cet égard. Et on le constate, on a des chutes, par exemple, de 14% des prix de l'immobilier depuis le mois de mai, donc sur une période de laps de temps très courte, à San José ou encore à Austin, 10% à Seattle également, ou encore 9% à San Francisco pour les principales villes. Donc on est sur une baisse, en tout cas sur cette zone géographique bien précise, qui est beaucoup plus rapide qu'en 2006. En revanche, encore une fois, et j'insiste, puisqu'on a eu récemment un webinaire où j'évoquais cet aspect-là pour parler de l'économie américaine, on n'est pas du tout sur une baisse généralisée aux États-Unis qui est d'ampleur importante. En revanche, on a quelques éléments qu'on trouve en France et qui ne sont pas aux États-Unis, qui font que du côté américain, ça chute plus rapidement qu'on ne peut l'anticiper en France et donc inversement, bien évidemment, ce sont des éléments de stabilité pour l'immobilier en France. Deux aspects essentiels. Tout d'abord, c'est bien sûr un élément que vous connaissez bien et sur lequel je ne vais pas m'apesantir, qui est tout simplement le taux d'intérêt qui est fixe. Et l'autre point, c'est qu'on a un endettement en France qui est comparativement faible en pourcentage du revenu net disponible. Bien sûr, j'évoque l'endettement des ménages. On est à 124% du revenu net disponible. Alors bien évidemment, ça peut paraître beaucoup, mais il faut le mettre en perspective et surtout le mettre en perspective par rapport à d'autres pays européens. C'est ce qui fait un peu plus sens. Par exemple, pour vous donner un ordre de grandeur, au Danemark, on a un endettement des ménages qui représente 249% du revenu net disponible. Donc, bien évidemment, pas la même pression derrière cela lorsqu'on a des prix de l'immobilier qui tanguent. L'autre point, sur l'immobilier en France, notre scénario, évidemment, un ralentissement qui est déjà amorcé. On n'est pas du tout, en revanche, chez Saxo Bank, sur un scénario d'effondrement des prix de l'immobilier en France. Et j'y reviendrai dans un instant avec des éléments comparatifs, hein, au niveau international, mais en tout cas, c'est un peu notre élément de base. On est plutôt sur un retour à des niveaux qui sont de prix qui sont un peu plus en lien avec la normale. Et bien évidemment, l'élément déclencheur, c'est une nouvelle fois l'inflation. Tout ce qui a pu porter l'environnement macroéconomique et l'immobilier ces dernières années n'existe plus. Aujourd'hui, avec une conjonction de hausse des taux d'intérêt, inflation bien évidemment et hausse de salaire qui, est très, très loin de suivre, on a automatiquement une demande solvable qui se réduit drastiquement. Donc le problème aujourd'hui sur l'immobilier français est indéniablement la demande solvable. Je vous ai présenté un exemple un peu schématique. Mais juste avant Covid, un couple, donc 2019, qui gagnait à peu près 3 000 € et il remboursait 1 000 € par mois d'emprunt immobilier. On avait une capacité d'emprunt qui était d'environ 250 000 € et surtout un taux effectif qui était à 1,50 %. Aujourd'hui, on a le même couple avec des mensualités constantes, il a le même salaire, etc.
On est simplement à une capacité d'emprunt qui a fortement diminué, quasiment de moins 40 000 €, puisqu'on est passé à 211 000 € et surtout, vous avez un taux qui a quand même bondi, il a été multiplié par 2, on est à 3. Alors bien évidemment, c'est un élément de frein, ça réduit très nettement la demande solvable et donc on se doute bien qu'avec l'inflation, beaucoup de ménages vont revoir à la baisse leurs projets d'investissement immobilier. La capacité d'emprunt, vous avez vu, elle a quand même très fortement diminué, hein, un différentiel de 40 000 €, c'est massif, va continuer de diminuer dans les prochains mois. Alors on a une variable d'ajustement, c'est l'apport. Le problème avec l'apport, c'est que un, tout le monde n'en a pas. 2, les banques aujourd'hui demandent un apport qui a des niveaux extrêmement élevés, puisqu'en règle générale, on est sur un apport qui doit être entre 20 et 25 du prix total. C'est massif, c'est quasiment un record historique sur les données qu'on a en possession. Et le dernier point, c'est que bien évidemment, même ceux qui ont un apport, même les ménages qui ont un apport, ils vont faire des arbitrages. C'est complètement logique. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont probablement aussi augmenter un peu grâce à cet apport leur épargne de précaution, donc vu le contexte actuel, c'est plutôt un comportement assez rationnel. Donc ça nous mène à quoi? Qu'on a une réduction de l'apport. Donc dans tous les cas, la seule variable du marché qui est l'apport n'est pas un levier dans l'immédiat qui va être beaucoup mobilisé ou mobilisable dans tous les cas. Ce qui veut dire en conclusion qu'on ne peut pas éviter d'avoir un gros ralentissement des prix de l'immobilier dans pas mal de zones. On a un autre élément qui joue dans la baisse des prix de l'immobilier en France, ce sont les normes environnementales. Alors on en parle assez peu et bien évidemment mon objectif n'est pas d'être extrêmement long sur cet aspect-là, mais tout simplement on le voit, on a une pression réglementaire qui s'intensifie et de manière très importante avec bien évidemment tout ce qui est exigence de performance énergétique et environnementale dans le secteur du bâtiment, l'utilisation de matériaux écologiques, hein, j'ai nommé une des normes qui peut être un peu pénalisante à cet égard, mais il y en a bien d'autres. Tout cela, en théorie, cet accroissement réglementaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire des prix de construction en hausse et aussi des prix de vente, en théorie, en hausse. Mais là encore, on retombe sur le même problème que j'ai évoqué précédemment. Vous avez une demande solvable qui se réduit. Donc dans tous les cas, vous allez avoir à minima à court terme un ajustement à la baisse des prix, en tout cas à court terme. À plus ou moins long terme, bien évidemment, la question des normes environnementales, c'est une question plutôt inflationniste sur les prix à la vente. Mais sur du court terme, si derrière cela vous n'avez pas d'acheteurs, bien évidemment, vous savez comment s'ajuste le marché. C'est un comportement, qui est rationnel. Comme je vous l'avais dit, l'idée d'être assez rapide, hein, bien évidemment sur ces aspects-là. On a un cas qui est à part, c'est le cas de Paris. Alors peut-être que j'ai, des propriétaires, parisiens ou dans la grande couronne qui nous écoutent. Heu, c'est à Paris, vous avez systématiquement cette, tendance quasiment tous les ans, tous les 2-3 ans, des, analystes qui annoncent un effondrement des prix de l'immobilier à Paris. Alors je vais être très clair, chez Saxo, nous, sur les 10 dernières années, que ce soit à Paris ou au niveau français, on n'a jamais et vous pouvez, chercher, dans les archives, on n'a jamais été négatif sur l'immobilier français, pour des raisons qu'on a évoquées, précédemment, à savoir que tout ce qui apportait le marché, il était quand même bien présent. Aujourd'hui, simplement, ces phénomènes-là diffèrent. Sur l'immobilier parisien, un chiffre effectivement qui a été beaucoup commenté, c'était le chiffre de Century 21, nous annonçant que les prix de l'immobilier sont passés sous les 10 000 € le mètre carré. Alors c'est bien sûr très symbolique, mais avec les chiffres, il faut toujours être prudent, c'est-à-dire déjà quand on a ce type d'estimation, il faut regarder, quel est, le panier sur lequel on s'appuie pour recouper ces données. Le problème qu'on a à Paris, c'est qu'on a beaucoup d'immobilier de luxe et que Century 21 a très, très peu de données sur l'immobilier de luxe. Donc si on cherche quand même à avoir une moyenne et si on regarde d'autres, données, notamment du point de vue des notaires qui là sont plus larges, on voit en tous les cas que les prix de l'immobilier sont toujours au-dessus des 10 000 € le mètre carré à Paris en moyenne et c'est notamment porté par l'immobilier de luxe. Alors le marché parisien, vous avez plusieurs études qui ont été publiées récemment puisque l'immobilier est un des points d'attention. Le marché parisien, c'est pas un marché en bulle spéculative. Si vous allez à Tel Aviv, si vous allez à Amsterdam, si vous allez à Hong Kong, là, vous vous rendrez compte qu'effectivement, qu'on est sur des marchés en situation de bulle spéculative. À Paris, du fait de la faible offre, mais pas uniquement, on a un marché qui est surtout surévalué.
On peut avoir un ajustement des prix à la baisse, mais pour nous, le scénario, c'est qu'on aura un ajustement des prix à la baisse qui sera dans tous les cas beaucoup plus mesuré qu'au niveau national. Et comme je vous l'ai dit, le risque de baisse, il est plutôt limité. Tout d'abord, c'est la faiblesse de l'offre, qui est assez évident, et surtout, on a un marché parisien qui est traditionnellement quand même très décorrélé du reste du marché français, et c'est lié à la présence d'investisseurs étrangers qui notamment, je reboucle, se portent un peu sur l'immobilier de luxe. Alors donc, vous voyez le panorama que je dresse très rapidement, bien sûr, c'est pas du tout un panorama catastrophiste sur l'immobilier français, puisque vous avez eu, je pense, pas mal d'articles dans la presse vous annonçant un effondrement des prix de l'immobilier. Pour certains, ce sont, des analyses qui ont l'habitude de nous annoncer cela assez régulièrement. Je ne vais pas les citer, mais certains nous annonçaient un effondrement, notamment ceux qui aujourd'hui annoncent un effondrement brutal des prix de l'immobilier en France, sont les mêmes qui l'annonçaient en 2014. En 2014, on a commencé à avoir des taux ultra bas, donc c'est un peu compliqué d'avoir un effondrement du marché. Heu, ce sur quoi j'invite, c'est plutôt à être très prudent. Pour nous, ça va être un élément de ralentissement, et bien évidemment, par exemple, si on regarde les prévisions du gouvernement en termes d'investissement dans l'immobilier dans le budget 2023, c'est indéniablement trop optimiste. En revanche, est-ce qu'on est sur un effondrement brutal? C'est pas du tout notre scénario, ce qui veut dire qu'il y a toujours des opportunités dans le marché de l'immobilier, à regarder. Alors du point de vue comment on va? Parce qu'on passe effectivement un peu du physique, hein, de l'immobilier physique, ce qui ne fait pas du tout, effectivement, comme vous le savez bien sûr chez Saxo, partie de notre offre. Comme on va sur l'immobilier au niveau des marchés financiers. Alors, avant que je laisse la parole à ma collègue qui ira un peu plus dans le détail, on a essentiellement deux leviers qui sont intéressants et qui sont notamment disponibles sur la plateforme. Je vous présente lorsqu'on cherche à s'adosser, en tout cas à être exposé, à intégrer de l'immobilier dans son portefeuille d'investissement. Vous avez bien sûr les sociétés d'investissement immobilier qui sont cotées, et les ETF, certains ETF, et j'en cite un qui est à peu près le plus connu, qui est l'ETF d'Amundi Europe Real Estate, que vous pourrez retrouver aussi sur la plateforme de Saxo Bank. Dans notre stratégie aujourd'hui chez Saxo, un peu en termes d'allocation d'actifs, et c'est ce qu'on présente de temps en temps à nos clients, c'est on essaye effectivement de mettre en avant que dans un environnement marché inflationniste, il n'y a pas de bonne solution. Il n'y a pas de couverture immédiate, de solution immédiate pour faire face à l'inflation et donc quand même engranger des bénéfices. En revanche, avoir une approche extrêmement diversifiée, on a présenté récemment un portefeuille dans ce sens-là est important, et dans ce portefeuille, vous avez quelques éléments de couverture qui peuvent être intéressants par rapport à l'inflation. C'est bien évidemment les matières premières, j'y reviens pas, mais c'est aussi l'immobilier pour relier avec notre thématique du jour. Donc l'immobilier a tout à fait, notamment coté bien sûr, a tout à fait vocation à faire partie d'un portefeuille d'investissement dans une phase de scénario inflationniste. Il y a encore de belles opportunités à cet égard. Voilà en tout cas en termes d'introduction. Je vais laisser la parole maintenant à ma collègue qui va venir sur la plateforme, et on se retrouve pour la partie questions-réponses par la suite. Encore merci à vous tous. J'en profite juste avant que j'oublie, parce que je sais que j'oublierai sinon, c'est de vous rappeler qu'on a notre prochain webinaire le 30 novembre à 13h. On va parler un peu plus économie américaine, on va rebondir sur les chiffres du PIB, et la grosse question du marché, c'est est-ce qu'il y a une récession ou pas, et est-ce qu'on aura dans la foulée un pivot de la Banque centrale américaine? Mais ça, on en discute le 30 novembre. Maintenant, je laisse la parole à ma collègue. Merci encore à tous. Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous êtes, tous en mesure de voir mon écran avec la plateforme, Saxo Trader Go. N'hésitez pas à me le signaler, hein, si celle-ci n'est pas visible. Alors bon, je vois Christopher, m'a effectivement signalé que c'était bon. Alors, effectivement, comme aujourd'hui, on fait un focus sur l'immobilier, moi, je vais vous parler un petit peu plus en détail, des foncières, hein, donc des sociétés foncières, donc par exemple cotées à Paris. Et puis également dans un second temps, je mettrai en place une petite analyse sur l'une d'entre elles, et puis un plan de trading sur un instrument, qui est le turbo. Alors, donc les foncières, donc sur, la place de Paris, on les appelle les SIC, donc les sociétés d'investissement en immobilier coté. Donc ce sont des foncières spécialisées, donc soit dans la construction, la détention et la gestion
patrimoine immobilier. Ces patrimoines peuvent être de plusieurs types. Ça peut être, des bureaux commerciaux, des centres commerciaux également, pardon, des bureaux, des centres commerciaux, l'hôtellerie, la restauration, du résidentiel, mais également, des résidences seniors ou encore, étudiantes. Ces sociétés peuvent également avoir un parc implanté dans plusieurs zones géographiques, donc principalement en ce qui concerne les sociétés, cotées sur Paris, donc c'est en Europe, hein, donc en France, également en Europe, mais également pour certaines sur, les États-Unis. Alors, les sociétés d'investissement en immobilier coté tirent la majorité, de leurs revenus des loyers et ont obligation de distribuer au moins 85 des bénéfices issus de ces loyers et 50 des plus-values sous forme de dividendes. Avec une fiscalité particulière puisque ces sociétés ne sont pas soumises à l'IS, donc à l'impôt sur les sociétés et donc en fait reportent la fiscalité sur les actionnaires. Donc pour cette raison, si vous souhaitez en intégrer au sein du PEA, malheureusement ce ne sera pas possible puisqu'elles ne sont plus éligibles, si mes souvenirs sont bons depuis une dizaine d'années. Alors l'avantage, effectivement, d'investir sur ces sociétés donc directement, sur le marché Euronext Paris, c'est effectivement la liquidité. Voilà, puisqu'elles sont liquides comme voilà les autres actions, cotées sur ce marché. L'inconvénient bien sûr, c'est voilà la potentielle volatilité, hein, de ces titres. Alors on va prendre l'exemple de la société Klépierre. Donc voilà, j'en ai pris une, hein, il y en a plusieurs, hein, cotées sur Euronext Paris. Klépierre donc fait partie, effectivement de celles qui ont une capitalisation pardon des plus importantes, de la place de Paris. Elle est spécialisée dans les centres commerciaux, donc en Europe, plutôt en Europe de l'Ouest, donc on a Pays-Bas, France, Allemagne, Espagne, je crois. Et elle gère un portefeuille, immobilier de 21 000 000 €. Alors on va faire une petite analyse technique dans un premier temps. Donc alors on va, se positionner sur le graphique. Je vais le mettre en plein écran. Voilà. Alors j'ai déjà intégré les moyennes mobiles. Si vous souhaitez les ajouter, vous avez ce bouton avec les indicateurs. Les plus utilisés sont en tête de liste. Donc là, déjà, on voit effectivement, on a, la moyenne mobile 20 jours qui effectivement, a croisé, la 50 et sur le point même de croiser la 200. On voit que depuis, depuis à peu près, le mois de mars, on est sur un canal baissier qu'on peut tracer des lignes de tendance. Voilà, on est à peu près sur ce canal baissier qui effectivement, dernièrement, donc au mois de novembre, le cours du titre est venu casser. On peut également tracer les supports et les résistances. Donc là, on prend une ligne horizontale. Donc là, j'en ai un à peu près à ce niveau. Donc là, on est sur la zone des 21 €, même un peu moins ici. Donc on est à peu près à 20,70. On a également effectivement ici, donc là on est sur un support, hein. Ici à ce niveau-là, on a une résistance que le cours sur la zone des 23 que le cours a tenté effectivement de casser. Donc là dernièrement sur les derniers jours, hein, et puis voilà, on a une congestion, juste, qui a suivi. Alors au niveau des résistances, on a une à peu près sur les 24,60. Et si on va aller un peu plus loin, on a également sur la zone des 25,10.
Donc à partir de là, on peut échafauder plusieurs scénarios. Donc effectivement, là, on est quand même sur une belle tendance, haussière, depuis le mois de novembre. Voilà, on a le croisement des moyennes mobiles. On a, effectivement là ce support, cette résistance à 23, qui potentiellement, si elle est cassée, peut nous permettre d'aller, d'aller chercher donc la première résistance, donc aux alentours de 24, et puis effectivement d'aller chercher également, on prend la mesure, pourquoi pas les 25, la zone des 25. Au contraire, si effectivement, on a cette zone, parce qu'on a aussi un autre support, on a un autre support ici, à peu près aux alentours des 21,10, 21 non, à peu près 21,50. On peut se dire si, effectivement ce support-là à 21,50 à peu près, 21,60, heu, est, de nouveau, cassé à la baisse, potentiellement un retour sur les 20-20,60, voire encore, en deçà. Donc là, sur ce scénario, si on anticipe encore, une tendance, haussière, du titre, pour, éventuellement aller sur la zone des 24, la zone des 25. On a plusieurs choix. Soit effectivement on achète le titre au comptant. On peut également utiliser, d'autres instruments, si on veut notamment, limiter, son investissement, son exposition. On peut utiliser donc des instruments à effet de levier. Donc aujourd'hui, je présente le turbo, donc sur justement sur ce plan de trading de Clépierre. Donc on va regarder tout de suite, comment effectivement retrouver les turbos sur la plateforme. Donc je remets le graphique à sa place. Donc je vais aller dans le sélecteur et ici, dans les instruments disponibles, je vais sélectionner le turbo. Là, on va dire que on anticipe une hausse puisque voilà, le turbo permet de, comment dire? De prendre une position à la hausse comme à la baisse. Je vais vous expliquer, hein, effectivement comment fonctionne le produit, un petit peu le définir. On va se positionner sur un turbo en particulier et on verra exactement, voilà, comment il fonctionne. Donc, le turbo, alors je vais sélectionner une barrière. Je vais également vous expliquer, le fonctionnement. Alors si j'ai pas indiqué le sous-jacent. Donc voilà. Alors, le turbo, donc c'est un produit, comme je l'ai dit, à effet de levier, qui est émis par une banque. Là, on voit la liste. Donc, il y a plusieurs banques qui émettent des turbos sur ce sous-jacent en particulier. Il y en a 2 là, il y a BNP Paribas, Société Générale. Sur d'autres sous-jacents, puisque le turbo permet de se positionner sur divers types de sous-jacents, ça peut être effectivement une action, ça peut être un indice, une paire de devises ou encore une matière première. On a différentes banques qui, sont, émettrices de turbo. Ici, il y en a 2. Donc le turbo qui permet de s'exposer, à l'évolution à la hausse comme à la baisse sur un sous-jacent, et qui comprend un seuil de désactivation ou une barrière stop. C'est ici cette colonne qui indique le stop ou la barrière. Alors, le turbo comprend donc ce seuil de désactivation qui est un petit peu comme un stop loss, qui fonctionne un petit peu comme un seuil de déclenchement. Puisque, lorsqu'on achète un turbo, on ne finance en réalité que la différence entre le cours du sous-jacent et cette barrière. Vous ne financez lorsque vous achetez par exemple l'action Clépierre à un cours actuel, donc là je crois qu'on est à 22,30, donc effectivement on débourse 22,30 pour acheter cette action. Là ici, vous ne payez que la différence entre les 22,30 et la barrière désactivante.
Donc on prendra effectivement un exemple pour mieux comprendre les implications et voilà et les calculs. La particularité que lorsque le cours du sous-jacent touche cette barrière, le produit est désactivé et vous perdez la totalité du montant investi. Alors, toutefois la perte, n'ira pas au-delà du capital investi puisque, voilà, vous ne finan comme je l'ai dit, vous financez la différence entre le cours du sous-jacent et la barrière. Effectivement, lorsque vous êtes désactivé, vous perdez la totalité du montant investi, mais vous ne perdez effectivement que ce montant. Et également, vous n'avez pas de risque de perdre au-delà un montant supérieur, au montant investi, à la différence d'autres produits à effet de levier. Donc voilà, c'est pour ça que ça fonctionne un petit peu comme un stop puisque la perte est limitée, donc comme je disais, au montant investi. Hem, alors on va prendre l'exemple. Alors comme on a tracé nos supports et nos résistances, on peut, dans ce plan de trading, se dire: «Voilà, on va prendre un turbo call, donc à la hausse», donc on profite de l'évolution, la tendance haussière potentielle donc du titre. Donc par exemple, avec une barrière, on peut la prendre à, 20,77 puisqu'ici on avait à peu près, tracé aux alentours de 21, un premier support. Alors on va se remettre sur la fiche produit et je vais vous expliquer exactement le fonctionnement. Donc, vous pouvez aller sur les conditions de trading, ici le i entouré, et dans les caractéristiques. Donc, dans les caractéristiques, on a bien évidemment la barrière, puisque c'est vraiment ce qui définit le turbo, c'est la barrière, puisque c'est le niveau, en quelque sorte, de financement. Donc, la différence entre sous-jacent et effectivement le stop, la barrière. On a également la parité. Donc la parité, la signification de la parité, c'est que pour vous exposer à une unité du sous-jacent, donc par exemple une action clé-pierre, vous allez devoir prendre 10 turbos. Donc la valeur en fait de votre turbo, on va aller sur le carnet d'ordre. On voit là la valeur, elle est de 0,16, 0,17. Bon, c'est la fourchette. La valeur du du turbo, c'est la différence entre, donc comme je l'avais indiqué, le cours du sous-jacent et la barrière, divisé par la parité. Donc ici, on peut faire un calcul. Si on est sur clé-pierre, par exemple, je crois qu'on est à peu près aux alentours de, on est aux alentours de 22,20 ou 22,30, moins 20,77. Ici, c'est la barrière. On divise par 10, donc on est à peu près à 0,15. Là, l'émetteur a ajouté à la valeur de ce turbo, en plus effectivement de cette valeur intrinsèque qui est donc la différence entre le sous-jacent et la barrière, ajustée de la parité, une prime de gap. Donc la prime de gap comprend en fait, comment dire, c'est une couverture en quelque sorte contre le risque d'une variation brutale du sous-jacent. Donc là, c'est la valeur de mon turbo. Concernant le plan de trading, effectivement, si on a par exemple un cours à peu près à 22 à 22, à 22,30 on va dire ou 22,20, je crois que c'était bien 22,20. Si on a un cours à 22,20, il comprend par exemple 1000 turbos. Donc là, ce que je vais financer, la valeur, ça va être 180 €. Sachant que, là, on a vu que la parité était de 10 sur clé-pierre. Donc ça veut dire que là, sur les 1000 turbos, ça vous permet de vous exposer à 100 actions clé-pierre. Sans actions clé-pierre, effectivement, il faudrait débourser plus de 2 000 €. Là, la valeur boursière, comme on ne finance que la différence, est de 180 €. Si, imaginons, que, le scénario, est validé et effectivement on a un turbo, pardon, la valeur de clé-pierre qui
va jusqu'à la zone des 25, on aura effectivement un gain potentiel de 280 €. Tout simplement, voilà, en calculant, comme je vous l'ai indiqué, la valeur du turbo, en faisant la différence entre le cours du sous-jacent, la barrière, divisé par la parité qui est de 10. À l'inverse, si, la barrière est touchée, la perte maximum est de 180 € puisque comme je l'ai dit, la barrière fait office de stop et donc à ce moment-là, lorsque la barrière est touchée, la valeur du le turbo est tout simplement désactivé et sa valeur est de 0. Donc si vous souhaitez par exemple placer, des, ordres, comment dire? Sur le turbo, vous avez donc effectivement, les stops, les seuils de déclenchement. Une autre façon de faire, ce qui vous permet de ne pas être obligé de calculer la valeur potentielle de votre turbo si le cours du sous-jacent, pardon, atteint tel ou tel niveau, vous avez la possibilité d'utiliser donc l'ordre conditionnel. Donc là, tout simplement, vous ajoutez une condition. Et là, sur cette condition, vous allez pouvoir donc indiquer le cours du sous-jacent, pardon, le sous-jacent directement. Donc ici, clé-pierre. Ce qui va vous permettre en fait de déclencher un ordre de vente, par exemple, de votre position. Si effectivement le cours, de clé-pierre et non pas le cours du turbo, atteint, par exemple 25. On peut également indiquer un ordre conditionnel double, donc c'est-à-dire un take profit et un stop sur le même ordre. Donc vous pouvez indiquer les 2 bornes, donc 2 bornes par exemple que vous avez, donc déterminées, donc le niveau auquel vous souhaitez sortir parce que vous pouvez bien évidemment vendre votre turbo avant que celui-ci touche la barrière désactivante. Donc un ordre double qui permettra donc d'indiquer par exemple une borne basse. Donc si on peut indiquer, par exemple, 21 ou 21,50 et une borne haute, 25. Donc ça veut dire concrètement qu'un ordre de vente au marché ici ou par exemple, oui limité, mais au marché c'est mieux puisqu'on ne sait pas quelle borne va être touchée. Un ordre au marché va être déclenché si le scénario est invalidé, on touche 21,50. Donc un ordre de vente est déclenché ou si au contraire le scénario est positif, donc on est sur la zone des 25, vous souhaitez donc indiquer un take profit de 25. Donc voilà, ça permet voilà, de ne pas calculer par rapport à la valeur du turbo, de directement vendre en fonction du cours du sous-jacent. Donc n'hésitez pas effectivement si vous avez des questions concernant les ors, les turbos, également les foncières. Je crois qu'effectivement, on avait des questions concernant l'IFI et les foncières cotées. Alors là, je ne peux pas vous dire de bêtises. Est-ce qu'effectivement elles sont concernées par l'IFI? J'ai un petit doute là-dessus. Il me semble que non, mais ça effectivement c'est à reconfirmer. Alors je Il y crois que avait, oui. excuse-moi, il y avait aussi une question, j'ai vu on ne peut pas la rater, j'ai vu le petit clin d'œil de Norbert, sur effectivement, que pensez-vous de la pression de la BCE pour que les banques françaises prêtent via des taux variables, à l'opposé de l'exception française de l'usage des taux fixes? N'est-ce pas une potion miracle / mirage de court terme? Complètement, Norbert. Alors effectivement, de mon point de vue, je pense que, très, très clairement, un des éléments qui est quand même un soutien, de long terme sur, l'immobilier français, ça reste, vraiment ces taux fixes. Donc et je pense pas dans tous les cas que ça cédera à ce niveau. On va pas aller vers un horizon de taux variable qui ferait qu'on ait un marché beaucoup plus, volatile et complexe. Donc à mon avis, on reste sur des taux, fixes qui vont être la norme en France. De mon côté, sur la macro, je crois qu'il y a pas d'autres questions. Marie? Oui.
Moi, j'avais une petite question de Bruno, donc, qui demandait si on pouvait mettre un ordre stop différent de la barrière désactivante. Oui, bien sûr, ce que je disais, vous pouvez vendre avant que le cours touche, la barrière désactivante. C'est tout à fait possible. Simplement, juste une petite précision, si vous utilisez l'ordre conditionnel, pensez bien à placer la condition sur le sous-jacent et non sur le turbo. Par contre, si vous, placez un ordre ici directement, heu, stop. Alors, voilà, là, c'est tout à fait possible et vous pouvez choisir le niveau, de votre stop, bien entendu en le plaçant, avant la barrière, donc à un niveau supérieur à la barrière s'il s'agit d'un turbo, call et inversement, si c'est un put, de le placer au-dessus. Mais oui, tout à fait, c'est possible. Alors une autre question, quelle est l'incidence d'une expiration illimitée par rapport à une date déterminée? Là, je ne comprends pas trop. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs types de turbos, hein, il y a des turbos avec, des expirations, et d'autres, sans expiration, sans date d'expiration. Simplement pour les turbos infinis, donc sans date d'expiration, la barrière ou ce qu'on appelle également le niveau de financement est ajusté, tous les jours par l'émetteur. Mais, je ne sais pas si ça répond à votre question. C'est voilà, c'est la différence. Également l'expiration, limitée, donc c'est quand vous avez une date d'expiration, du turbo. Il peut y avoir effectivement il faut faire attention, éventuellement à déboucler votre turbo avant cette date d'expiration, puisqu'il peut y avoir un moment, un temps, pendant la séance là du dernier jour de cotation où vous n'avez pas la main pour placer des ordres et voilà, une fois que le turbo est expiré, vous recevez la différence effectivement entre le cours de clôture du sous-jacent et la barrière, au bout d'un certain nombre de jours. Donc il faut attendre pour recevoir effectivement, le produit effectivement de cette expiration, donc il faut faire attention à ça. Alors, est-ce que vous avez éventuellement d'autres questions sur lesquelles vous souhaiteriez que nous rebondissions? Alors, si ce n'est pas le cas, je vous remercie et je remercie surtout ma collègue Marie-Caroline pour, cette présentation, très intéressante. On se retrouve donc, mercredi prochain. On fera un point plus sur l'économie américaine et on fera bien évidemment, assez logiquement, plus un focus sur l'économie, le marché financier, côté US. Je pense qu'il y aura pas mal de questions également. Merci encore à tous alors pour, votre fidélité. Merci Marie-Caroline. Merci à tous. Juste j'ajoute une petite chose, si, vous avez apprécié la présentation, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur Trustpilot et puis voilà, on se retrouve, la semaine prochaine, ce sera mon collègue et puis, la semaine suivante, je vous retrouverai pour un nouveau webinaire. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Marie-Caroline. Merci Christopher. Excellente journée à tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir.